Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Dimitri et la passion des psychotropes, épisode 1. Il existe tout un tas de raisons qui poussent les gens à consommer des drogues. On peut citer la recherche du plaisir, la recherche de performance, une recherche spirituelle, le besoin de s'ouvrir aux autres, la cessation de la douleur, l'apaisement d'une addiction, etc., etc. Et parmi toutes ces motivations, il y en a une qu'on appelle le psychonautisme, l'exploration de la conscience. Les psychonautes sont des gens qui aiment prendre des drogues parce qu'ils sont passionnés par la variation infinie de l'état de leur propre conscience. Ce sont souvent des gens qui vont essayer toutes les drogues à leur disposition pour satisfaire leur curiosité. Les psychonautes sont de véritables passionnés des psychotropes. Et l'histoire de Dimitri va nous en donner un exemple. Dimitri a fait de très bonnes études, il est astrophysicien, il n'a pas consommé de drogue pendant son adolescence et il va découvrir cet univers à partir de 35 ans, donc plutôt tardivement. Mais ça ne va pas l'empêcher de se lancer corps et âme dans une exploration intense de toutes les drogues imaginables. Il nous raconte ça en 2 épisodes. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Je suis né dans le sud-ouest de la France, aux alentours de Bordeaux, on va dire la 3e couronne, entre urbain et la campagne. J'avais des parents qui étaient des parents aimants, de classe moyenne. Ma mère, elle était mère au foyer, elle a arrêté de travailler pour élever ses enfants. Mon père était technicien, voilà. Donc c'était un contexte socio-culturel de classe moyenne, traditionnel. J'étais un enfant plutôt introverti, avec une difficulté d'accès aux autres. J'ai toujours aimé les sciences, la nature m'a toujours fasciné. Ça c'est important, je pense que cet attrait pour la nature, la curiosité, c'est quelque chose qui m'a toujours animé et je pense que voilà, c'était un peu ça mon enfance. Donc une famille aimante, alors avec quelques rigidités quand même. Mon père était, on va pas dire autoritaire, mais bon, ça fonctionnait à la baguette. Et donc voilà. Alors l'adolescence, assez compliqué l'adolescence. Pareil, parce que j'étais introverti, socialement, c'était pas toujours évident. Et puis scolairement, alors j'étais plutôt un élève câblé, on va dire, mais je fonctionnais pas mal à l'affectif, ce qui fait que j'ai eu une scolarité qui a été en dents de scie. Donc des fois j'ai été brillant et des fois j'ai été médiocre. Ça a été comme ça toute ma scolarité jusqu'au lycée. J'ai intégré des lycées quasi d'élite dans la région bordelaise. Mais voilà, donc j'avais sauté des classes et puis j'en ai redoublé. Ça a été comme ça, voilà. Finalement j'ai quand même obtenu mon bac S. Et j'ai commencé à vraiment m'éclater quand je suis devenu jeune adulte à l'université, où là j'ai découvert le monde des idées et où ça a été beaucoup plus facile. Donc après mon bac S, j'ai d'abord fait une licence de physique fondamentale à Bordeaux. Et puis j'ai pris mes bagages et je suis parti à Montpellier faire un master de physique fondamentale, de physique théorique. Finalement, parce que j'avais un goût prononcé pour les mathématiques, j'ai fait de l'astrophysique. Je suis parti en physique stellaire et avec une thèse qui a été très mathématique. Voilà. J'ai ensuite fait des post-docs en Suède pendant 4 ans, voilà, où j'ai exercé ce métier d'astrophysicien. Et ensuite, je suis rentré en France parce que le pays me plaisait pas. Je pense que j'avais fait le tour aussi du domaine dans lequel je naviguais. Et donc, j'ai fait de la médiation scientifique avant de reprendre la recherche dans un cadre privé. Donc du coup, mes premières expériences, elles étaient dans un contexte sexuel, avec des catinones de synthèse pour les nommer la 3-MMC. Et donc, j'en ai pris de manière un peu excessive. Le slam, pour pas le mentionner, c'est-à-dire de l'injection de catinone. Et effectivement, voilà, comme c'était les premières fois, que c'était pas très coordonné tout ça, je me suis retrouvé à vraiment bader pendant longtemps d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est pas un début de syndrome sérotoninergique qui m'est arrivé. Et donc voilà, ça a été quelque chose d'assez difficile à intégrer. Et pour l'intégrer, je crois que j'ai fait de cet événement un objet d'étude.
Et lors de cette prise excessive de quétidone, je me rappelle d'avoir vécu mes premières hallucinations visuelles. Et ça m'avait marqué. Et pour en faire un objet, je me suis vraiment intéressé aux drogues, à ce que c'était qu'une hallucination, comment ça fonctionnait le cerveau, le cortex visuel, la sérotonine, les cinq couches, etc. Donc voilà, j'en ai fait un objet. Alors, ouais, il y a eu beaucoup de prises de drogue pendant le confinement. Je m'étais entouré de tout un petit microcosme de copains qui faisaient des fêtes pendant le confinement et dans lequel on a à peu près tout essayé. Voilà. Et c'en est venu jusqu'à la drogue qui me faisait la plus peur, parce qu'évidemment, j'ai grandi avec des parents qui ont grandi dans les années 70, donc avec toute la diabolisation que ça pouvait avoir, de prendre un LSD, mon premier buvard. J'avais préparé ça, c'était dans un contexte festif, dans un magnifique jardin d'un ami dans le Haut-Forêt. Et donc voilà, je m'étais préparé à prendre ce LSD, et c'est vrai que ça a été une reculée incroyable de voir le réel qui pouvait se transformer comme ça. Et là, je pense que j'ai pris conscience de quelque chose que, évidemment, tout le monde sait, mais c'est que la manière dont on voit le réel est subjectif et passe par l'interprétation de notre cerveau et de notre conscience. C'est bête, hein. On sait bien que si on se crève un œil, on voit plus, et que tout est interprété par le cerveau. Mais là, de voir la réalité qui gigote comme ça, c'était une prise de conscience que finalement, la réalité telle que je la percevais, et même comme scientifique, c'était juste une hallucination sur laquelle on était tous d'accord. Et qu'en modifiant un petit peu la manière de percevoir les choses, on pouvait voir le monde différemment, dans sa subjectivité, mais aussi dans son esthétique, et ça ouvrait des espaces de réflexion assez incroyables. Ça m'a aussi permis de réinterroger ma relation au monde, un peu de manière phénoménologique, c'est-à-dire juste moi et la manière dont je perçois le monde. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on est scientifique, parce qu'on a intégré, ou pas, même pas que scientifique, mais dans la vie de tous les jours, on est dans l'espace physique, on est dans le monde, et on pense qu'il est immuable, qu'il est ininterprétable, alors qu'en fait, notre cerveau passe son temps à faire ça. J'avais pris ce LSD, et donc j'étais rentré dans une phase active d'intérêt pour les psychédéliques. J'avais aussi consommé de la DMT, mais de manière pas correcte, mal fumée. J'avais eu peur aussi parce que c'est très rapide, c'est très brutal. Et donc il y avait l'ayahuasca qui existait, j'avais lu dessus. Mais bon, c'était dans un contexte qui était un peu trop culturel et anthropologique, et donc ça m'intéressait pas, parce que moi j'avais plutôt une relation scientifique et subjective, mais ça rentrait pas dans mes cadres, dans ce cadre-là. Et puis j'avais du temps tout simplement, et je suis parti en vacances en Colombie, et j'avais quand même l'idée de me dire, si j'ai l'occasion, je me ferais bien une petite ayahuasca. Puis j'avais mon cousin qui avait été, et puis qui m'avait dit oui, si tu cherches, c'est possible. Alors je suis pas parti pour ça, j'avais pas de contact particulier en partant. Je suis parti en vacances. Et effectivement, il y avait quand même ça qui trottait dans ma tête. Et donc, au bout d'une semaine, j'ai commencé à regarder sur Internet. Et donc, on proposait des expériences de yagé. Alors, le yagé, c'est de l'ayahuasca, hein. Je ne sais pas s'il y a fondamentalement une grosse différence dans la... Bon, il y a une plante qui contient des IMAO, une autre qui contient de la DMT. Et alors, c'était assez éloigné de l'image d'Épinal que j'avais, parce que c'était pas les chipibos. C'était un petit peu en dehors de la ville, et puis on était sur des palettes. C'était un espèce d'hôpital. Il y avait plein de gens qui faisaient ça, mais assez peu de touristes finalement. Il y avait moi et quelques Américains. J'étais à la fois déçu, et à la fois, ma foi, ça m'a paru aussi crédible. Le fait d'être éloigné de cette tradition, j'avais pas envie d'être un occidental qui allait chercher comme ça au bout du monde un truc pour m'approprier une culture que j'ai pas. Et en plus que je connaissais pas, j'en connais beaucoup plus maintenant parce que j'ai lu après cette expérience qu'au moment où j'y ai été. Donc j'ai pris ça de manière, comme on prendrait une drogue, parce que là-bas, ça se fait. Alors le contexte, il y avait un chaman principal, qui était mon contact, et puis il y avait plusieurs aides qui s'occupaient des gens qui buvaient le yagé. Il n'y avait quasiment pas de cérémonie. On a été appelé à la table du chaman. Il s'appelait Orion, il y avait un petit côté New Age. Et donc il nous a donné des petits shots dans des verres en plastique.
On a signé un formulaire en espagnol. Je pense que c'était pour ce... Je parlais pas l'espagnol. Je parle pas l'espagnol. Et donc, voilà, on m'a demandé d'aller m'allonger sur ma palette en bois. On m'a donné une couverture, une bouteille d'eau, un rouleau de PQ. Et puis, voilà, on m'a laissé allonger pour triper. Alors moi, ça a mis énormément de temps à monter. Alors je pense que c'est mon impatience qui... voilà, j'avais pas compris que c'était pas comme un LSD, qu'il fallait aussi rentrer en résonance et que son état émotionnel, c'était aussi ce qui allait déclencher la manière dont ça allait se vivre. Alors moi, je m'attendais à des hallucinations un peu plus puissantes, mais je m'attendais pas à la reculée que j'ai pris. Et donc, il a fallu bien 1 heure et demie avant que je commence à avoir des effets, quand j'ai fini par me résoudre à aller m'allonger tranquillement sur ma palette. Voilà. Au début, je gigotais, j'allais me poser par-ci par-là, je regardais la nature, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça gigote, est-ce que ça bouge, est-ce que je sens des effets. Et j'étais tellement attaché à essayer de saisir des effets, tellement impatient, que finalement ça montait pas. J'étais singulièrement énervé. Je finissais par me résoudre en disant « Oh putain, c'est pas possible. Je viens là, je prends le truc le plus fort du monde, l'expérience ultime, et ça monte pas, quoi. » Alors au début, il y avait des petits visuels, je disais, un peu style économiseur d'écran Windows 95. Bon, j'étais encore énervé. Et quand c'est parti, c'est vraiment parti. Quand c'est parti, là, j'ai commencé à sentir qu'on était dans un autre univers et que c'était pas un LSD. Ce que je peux dire qui est peut-être différent d'avec la DMT, c'est que la DMT, on est directement propulsé dans le cosmos. Là, il y a quand même une espèce d'ancrage avec le réel. Mais au bout d'un moment, on finit par s'en détacher. Il y a quelque chose avec les IMAO qui fait que, en plus des visuels, il y a le côté trans et spirituel qui s'attache, et un peu de mysticisme là-dedans. Et donc, voilà, je suis parti dans ce fameux tunnel là. Cette idée de tunnel, et puis de ces couleurs incroyables, de la musique. Et puis des expériences. Moi, j'ai pas mal ruminé sur des expériences qui étaient assez désagréables, de peur. Il y a toujours cette espèce de sentiment qu'on marche sur un fil et que très vite on peut se faire happer par la peur, ou qu'on doit se calmer. Et au début, c'est très brutal et on finit par osciller un peu en mouvement de balancier, essayer de trouver un équilibre. Et cet équilibre, c'est pour ça que c'est assez intéressant, parce qu'on dirait que c'est didactique. On dirait que ce breuvage, il nous apprend à nous calmer, à pas tomber dans la peur et à savoir se détacher de ça. Et souvent, les gens et moi aussi, c'est ce détachement par rapport aux choses, juste le laisser faire, qui a ce côté didactique qui amène à résoudre un problème avec des émotions dans lesquelles c'est le bordel, des visuels avec lesquels c'est le bordel. Et finalement, on arrive à trouver cet équilibre et à s'apaiser profondément, à se détacher de sa personne, de ses émotions, de ses sentiments, de toutes ses constructions, de tout ce récit dont je parlais. Et finalement, on l'abandonne. On l'abandonne, ça se détache de notre personne, et notre personne finit par se détacher même de sa notion de personne, et on finit par cette espèce d'état de béatitude, je crois, où il n'y a plus rien, il n'y a plus d'attache. Alors ça peut faire, je sais pas, quelqu'un qui a jamais pris de drogue, il peut dire cette espèce de... Alors c'est une voie vers cette mort de l'ego, et on a l'impression qu'elle est violente, on parle de mort. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est juste un espèce de point singulier et d'apaisement total. Mais il y a un parcours, il y a un petit chemin pour le faire. Et ce petit chemin, il se trouve sur cette ligne de crête, entre des extrêmes, mais qu'on finit par appréhender, et on se fait guider. Moi, pas par le chaman ou par des Icaros, mais simplement tout seul, avec la musique, avec les émotions qui nous parcourent, avec des expériences, on finit par trouver cette espèce d'état de repos. Et c'est un état de repos intéressant. C'est un état de repos. Alors c'est pas la mort, c'est pas la fin de la conscience, puisque a priori dans le cerveau ça fait du ping-pong de partout. Donc c'est presque l'inverse de la mort. C'est quasiment. Mais c'est un moment entre la conscience de soi et le rien. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé quand on était bébé et que la conscience a émergé, c'est peut-être ce qui se passe quand on est mort et qu'on finit par éteindre le truc. Mais cette propriété d'émergence qui apparaît et qu'on appelle nous notre conscience,
et ben on finit on finit par toucher ce petit point zéro là. Et c'est une expérience subjective qui laisse des marques. Voilà. Qui laisse des marques. Il n'y a pas forcément la mémoire du trip parce que quand on n'a pas les mots et quand on n'a pas les émotions, il n'y a pas d'ancrage pour les ramener et pour pouvoir les raconter. Et du coup, ça ne se fixe pas dans la mémoire. C'est très difficile de se rappeler quelque chose sur lequel on ne peut pas mettre de mots. C'est très difficile de se rappeler de quelque chose, par exemple même une émotion. Si on n'avait pas le mot peur, comment on fait pour se rappeler de la peur ? Si tu sais pas, t'as pas le mot pour dire j'ai peur, en fait la subjectivité de l'émotion, tu l'as pas. Donc cette espèce d'état, il est indicible, mais on en a fait l'expérience. Et ça reste. Et le chemin pour l'atteindre, on en a fait l'expérience. Et ça, je pense que ça laisse une autre forme de mémoire, une mémoire expérientielle qu'on ne peut pas réinvoquer, mais qui est présente. Les principaux visuels, j'ai envie de dire que ça pétaradait de couleurs, c'était un festival, c'était étincelant, ça brillait, ça chantait, il y avait des volutes de couleurs. Et puis, chaque fois, ça m'a amené à des expériences. Donc, il y avait ces visuels, les yeux fermés, et puis d'autres moments qui étaient beaucoup plus, délirants, qui amenaient à des expériences. Et puis, assez rapidement, il y a eu une présence. Donc, vraiment, il y a eu une entité. Alors, c'est pas une entité... Voilà, quand on pense aux entités DMT, on s'imagine, je sais pas, des dieux ou des déesses ou des trucs visuels. Là, c'était pas du tout ça. C'était une petite voix qui me parlait. Ça me parlait, en fait. Mais c'était vraiment extérieur à moi. C'était exogène. Mais c'était, voilà. Alors on peut dire Dieu, tout ça, je suis pas croyant, mais il y avait quelque chose qui m'accompagnait. Et voilà, donc ce tunnel, c'était un parcours qui m'amenait dans une majesté de couleurs et qui me guidait, qui me parlait pour me détacher de mes peurs, pour me détacher de l'idée de mourir, de l'idée de me chier dessus, parce que voilà, il y avait tout cet attachement à mon honneur, à mon corps qui était encore là, et progressivement dans l'expérience, dans cette espèce de parcours initiatique, il y avait à la fois cette voix qui me guidait, il y avait à la fois la beauté que ça représentait, et c'était un guide. C'est pour ça que je dis que les expériences ayahuasca, elles ont un côté didactique, parce que ça apprend quelque chose, ça apprend dans le parcours. Et ce tunnel, c'était une visualisation, mais c'était voilà, les yeux fermés. Après, dans les visuels, c'est pas les plus beaux. La DMT, ça fait des visuels qui sont assez incroyables, ou même des champignons, ou même des mélanges un peu que je conseille à personne, genre des champotes avec de l'iboga. Moi, j'ai eu des visuels qui étaient extraordinaires, les yeux fermés, vraiment à d'autres mondes, quoi. Mais il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y a le niveau les yeux ouverts, avec des hallucinations qui distordent le réel. Il y a un autre monde où il y a des images, des paysages, des formes, des couleurs qui sont hyper saturées, qui sont impressionnantes. C'est un bonheur à voir, on n'a jamais vu ça. Et puis, il y a un autre niveau qui est au-delà du monde des images. Je ne parle pas du monde du dôme DMT, là, mais il y a un endroit où il n'y a plus rien. Où il y a alors, je ne sais pas comment le dire. Moi, je le vois comme un espèce de point lumineux et singulier. Mais c'est un sentiment, ce n'est pas visuel. Et il est détaché, d'ailleurs, des visuels. C'est pour ça que j'ai l'impression que les visuels, c'est quasiment la phase 2 et que l'aboutissement, c'est la phase 3. Et c'est en dehors de l'imaginal, quoi, du monde des images. Je me suis senti mourir, je me suis senti faire trancher la gorge et vraiment être là et mourir. Mais il y avait cette voix-là qui me disait « Mais c'est pas grave, en fait, détache-toi, calme-toi, calme-toi ». Et ça a été l'aboutissement et la fin du trip. Là, j'ai rouvert les yeux après. Alors, j'étais encore complètement perché, hein. Je dirais pas que c'est une renaissance, mais c'était l'aboutissement de ce que ça devait... c'est là où ça devait aller. C'est-à-dire vraiment l'anéantissement total et être détendu et clair avec ça. Et easy avec ça. Et vraiment, pas juste comme une acceptation, mais vraiment s'en rassasier. J'aime bien le mot parce que ça suffit et ça nourrit, quoi. Vraiment se rassasier de cet état. Et ça a été un peu la fin du trip. Alors bon, après, visuellement, c'était encore le bordel. Et puis, j'étais fatigué. Mais voilà, un bonheur incroyable. Et puis, je sais pas, il y a d'autres effets. C'est difficile. Une expérience comme ça peut pas, ça s'inscrit mal dans une narration parce qu'il y a plein d'autres choses. Il y a ce sentiment de s'émerveiller de tout, de voir les gens beaux, de les voir sourire. Il y a un truc, voilà, il y a l'expérience, il y a les visuels, et puis il y a l'ancrage émotionnel qu'on a.
Et c'est ça qui fait un peu la beauté de ces expériences ayahuasca. La philosophie principale qui s'est dégagée de cette expérience, c'était de rester tranquille en toutes circonstances, et quoi qu'il arrive, et peu importe. L'intégration sur cette idée de rester tranquille, je l'ai vécue pendant le trip, mais elle s'est cristallisée après. Alors, j'en suis ressorti d'un calme olympien, en ayant intégré cette idée d'être tranquille et détaché de tout. Ça marche pas comme ça dans la vie de tous les jours, hein, mais on peut en avoir le souvenir. Et du coup, je me suis dit que là, il y avait un niveau d'expérience qui était au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. On n'est plus dans l'hallucination du LSD, et c'était encore une étape supplémentaire. Je pense que là, c'est la première fois que j'ai fait ce qu'on appelle une mort de l'ego. Et mes consommations de drogue ensuite se sont essentiellement fixées là-dessus, c'est-à-dire retrouver cet état. Et j'en ai fait plein, plusieurs, et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse parce que c'est le point d'articulation qu'il y a avec la nature même de la conscience et la manière dont on voit le monde, et peut-être même de ce que c'est que le monde. Et j'en suis revenu bouleversé, et j'en suis revenu curieux de cette question qui m'anime encore. Dimitri est un bon exemple de psychonaute. Alors certes, ses consommations de drogue peuvent aussi être animées par la recherche de plaisir, de cessation de la douleur, de goût de la performance intellectuelle et physique, etc., etc. Mais ce qui va réellement le fasciner et le passionner, ce sont les états de conscience qu'il atteint. Ce type d'expérimentation peut aboutir à des convictions spirituelles, mais c'est pas systématique. Elles peuvent aussi être accompagnées d'un intérêt intellectuel pour les hypothèses métaphysiques, mais là encore, ce n'est pas là l'essentiel. Ce qui anime fondamentalement les psychonautes, c'est l'expérience pure. Et cette recherche d'expérience peut devenir le centre d'intérêt principal d'une vie, temporairement ou définitivement. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, Dimitri nous racontera la suite de ses aventures psychonautiques. D'ici là, portez-vous bien.